demandé de s'organiser, demander à la société civile de s'organiser. Mais vous savez, est-ce que vous savez, M. Merli, que les wilayas, le ministère de l'Intérieur n'a créé plus rien? Vous pouvez demander, on a fait l'expérience, vous déposez une demande d'agrément, même pour une petite association culturelle, vous n'aurez jamais cet agrément. Vous pouvez attendre 1 an, 2 ans. Une association professionnelle aussi à l'époque de comptables, on n'a jamais eu cet agrément. Donc, l'astuce qu'ils ont trouvée, c'est qu'ils ne vous délivrent pas le récépissé de dépôt. C'est-à-dire, résultat, la loi est là, encore, et la loi est bafouée. Quand la loi est bafouée déjà par la wilaya et par le ministère de l'Intérieur, parce que la loi de Gaulle, je pense, après 4 mois, 2 mois, si vous n'avez aucune réponse, vous êtes agréé. Donc, résultat, on ne peut pas activer. D'accord. Pour M. Rahabi, vous parlez de l'élite. Je ne sais pas si est-ce que vous pouvez nous définir, est-ce qu'elle ne reste pas à définir. Finalement, c'est quoi l'élite? C'est comme quand on parle d'intellectuel, à mon avis, il reste encore à définir. Un dernier point, je voudrais qu'on parle de la corruption quand même. Parce qu'on n'a pas parlé de la corruption. Quand je reviens au titre, vous dites, le titre écoute, quel changement pour l'Algérie? Déjà lutter vraiment pour la corruption qui est en train de miner ce pays. Moi, je vous dis, je suis commissaire aux comptes, je suis expert judiciaire. Donc, je suis confrontée tous les jours. Vraiment, il y avait des choses vraiment désolantes. La justice est vraiment une justice aux ordres. Je vais désigner par bon, je ne veux pas citer parce qu'on est tenu par le secret professionnel, mais je vous dis un cas. Il y a des journalistes qui le savent, qui sont là, de journaux, qui sont quand même très lus en Algérie. Oui, j'ai été traînée devant la justice pour ne pas avoir certifié les comptes. Tout simplement. On n'a jamais vu ça. Un commissaire aux comptes qui ne certifie pas les comptes, on le traîne devant la justice. J'ai vu des magistrats classer des affaires de corruption parce qu'ils ont reçu des ordres, parce qu'on leur a offert des logements. Et bien sûr, je ne parlerai pas de notre Assemblée générale, l'APN, dans laquelle je ne me reconnais pas du tout, parce que, en fait, je n'ai jamais voté d'ailleurs. Et donc, oui, et tout ça, ce comportement, quand même, je peux dire aussi que l'Algérie, nous avons un peu perdu notre âme. Par exemple, le vestimentaire, à l'Est, je sais qu'à Constantine, Guelma, Soukaras, il y avait le blé, Blajar et tout. À Alger, il y avait le Haïk, quand je venais en mission. L'Algérien est effacé. Alors, ce comportement de certains députés, je m'excuse pour certains députés ou certains journalistes, mais je me rappelle une maxime le cardinal de Retz, les Gaules, lorsque ceux qui commandent ont perdu la honte, ceux qui obéissent perdent le respect. Monsieur Kessal. Et après, Monsieur Hadami. Voilà. Messieurs, bonjour messieurs, mesdames. Évidemment, le titre est terrible. Quel changement pour quelle Algérie? C'était la vraie question. Et nous n'attendions pas moins d'un quota, bien sûr. Un seul point d'interrogation. Moi, j'en mettrai 3, parce qu'aucun des 3 conférenciers n'a vraiment répondu ou a donné une option claire de ce qu'il désirait vraiment pour nous. C'était plutôt toujours la même litanie de vœux pieux. Alors, je vais essayer de poser des questions, respectivement, qui s'adressent finalement à tous les 3. Quel changement voulons-nous pour l'Algérie? Parce que les dirigeants, les anciens dirigeants, et les gens qui sont ici, tous les Algériens accepteraient. Premièrement, le passé. L'Algérie ne peut pas ignorer son passé. Je remercie M. Rahabi d'avoir commencé l'histoire d'Algérie avec le très célèbre son de Temessa.
Dessous Caras, pardon, excusez-moi. J'aurais aimé qu'il commence, puisque pour notre dimension africaine que nous voulons pour notre projet, qu'il commence quand même par le premier qui a dit l'Afrique aux Africains. C'était Massinissa. Deuxièmement, êtes-vous prêts quand on parle de changement? Et je m'adresse à ceux qui ont tenu le régime à bout de bras, en particulier à monsieur l'ancien secrétaire général du FNM. Est-on prêt en Algérie à supprimer l'acte 2 de la constitution algérienne qui précise que l'islam est religion d'État et le remplacer par les libertés de culte et de pensée sont garanties dans notre pays? J'estime qu'il n'y aura pas d'évolution, de changement dans notre pays s'il y a une bonne séparation claire de la religion et de l'État. Évidemment, la récupération de toutes les libertés. Je dirais à M. Zenetti que je ne suis pas d'accord avec lui pour sa dernière suggestion. Évidemment, il était emporté par son talent de tribun populaire. Ce n'est pas une critique dans ma bouche. Quand il dit s'il y en a un qui est bon, il peut rester tout le temps. Non. La limitation des mandats doit être rassurée. C'était la faute, si je peux me permettre, de notre actuel président, qui aurait pu faire quelque chose pour l'Algérie après 20 ans à l'extérieur. Voilà, messieurs, merci. Monsieur Hadami. Et t'imagines qu'il se prépare, si vous voulez, pour ne pas perdre de temps. Dans quel changement faut-il agir? Peut-on réellement construire l'avenir d'une nation ou d'un pays? Pardon. Donc je disais, quel changement faut-il agir? Peut-on réellement construire l'avenir d'un pays ou d'une nation sans revenir à son passé? Sans revenir à son passé. Donc, l'Algérie post-coloniale a connu des événements doubles, elle a connu des événements tragiques, des exécutions sommaires, des liquidations physiques, énormément de choses négatives ont eu lieu. Et aujourd'hui, dans quelques jours, nous venons de commémorer malheureusement l'assassinat de Halim Sili, le 24e anniversaire de l'assassinat de Halim Sili. Et là, je me pose la question à M. Méry. Il était en poste en 87 à Paris, il était ambassadeur au consul. J'aimerais bien qu'il nous informe, qu'il nous clarifie les circonstances de l'assassinat de Halim Sili qui était impliqué en proposant un million de dollars. Est-ce qu'on peut éviter, s'il vous plaît, les focalisations et les règlements de compte? Ça n'avance pas le débat. S'il vous plaît. C'est la meilleure façon de ne pas avancer, c'est celle-là. Les Égyptiens et les Tunisiens ne sont pas posés ces questions. Donc, s'il vous plaît, essayons d'avancer, de construire des alternatives. Dans ce cas-là, il faut poser l'assassinat de Boudiaf. D'accord. Aït Majid. Il n'y a pas Aït Majid. Ben Joudi. Je ne vais pas développer. Allez-y, allez-y. Je ne vais pas élever, mais je dirais que la situation dans laquelle nous vivons actuellement est l'héritage de ceux qui ont géré l'Algérie hier et qui aujourd'hui sont passés du côté de ceux qui se battent pour les libertés d'expression, la démocratie et la pluralité algérienne. Je passe ensuite directement aux questions. Monsieur Zenetti a parlé de constituante. Ne pensez-vous pas que la constituante peut avoir un revers de la médaille en considérant
que le peuple algérien est profondément musulman, voire peut-être dans un certain sens islamiste. L'exemple de 92 est là pour nous le rappeler. À monsieur Lamy, pas une seule fois il n'a prononcé le système politique, il n'a parlé que de gouvernance. Ne pensez-vous pas que la dissolution immédiate des institutions élues en soit le meilleur gage pour un changement en dehors du système et non dans ou avec le système, comme le promettent certains? On ne peut faire du neuf avec du vieux. La conférence nationale, composée équitablement d'hommes et de femmes, indépendantes et de femmes non dépendantes du pouvoir occulte et de la mafia politico-financière, la rédaction d'une constitution par des hommes et des femmes juristes, économistes, sociologistes, politologues et qui pensent algériens sans prédominance identitaire, linguistique et culturelle. La séparation des pouvoirs législatifs et exécutifs, du temporel avec le spirituel, ainsi que l'indépendance de la justice, en seront les éléments clés du développement global de l'Algérie et de la libération de son peuple, à qui il faudrait restituer le référendum libérateur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vite. Alors, sur le plan international, quelle lecture faites-vous sur les accusations portées sur l'aide qu'accorde l'État algérien au tyran de Kadhafi? Merci. Non, mais ça va. J'ai une grande ici, il ne faut pas abuser de temps de parole. Une question, ça suffit. Merci. Monsieur Benjoudi. Monsieur le Président, bonsoir. Moi, je voudrais poser une question à tout le président à propos de quel changement pour l'Algérie. Très souvent, on invoque les médias lourds. La télévision, les médias lourds. Très souvent, on appelle à l'autorité de ces médias. Malheureusement, il se trouve que ces médias ne peuvent pas s'ouvrir. Ils ont toujours le même discours à nous faire pour passer. C'est toujours utilisé plutôt comme un outil de propagande. Alors, ce que je voudrais poser comme question, et en même temps comme suggestion, est-ce qu'on ne peut pas appeler le peuple algérien à boycotter la télévision, boycotter les journaux, par exemple, le journal télévisé? Est-ce qu'on ne peut pas, je pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un parti ou une courant politique ou bien l'opinion publique qui appelle à boycotter la télévision algérienne? Est-ce qu'on ne peut pas? Merci. Le message est passé. Merci. Ben Nakhdar. S'il vous plaît, c'est moi, M. Benjoudi. Je me suis pris la parole. Donc, il n'y a pas de souci. Je crois qu'on a ignoré quelque chose de très important aujourd'hui. Je suis un petit peu frustré. C'est qu'on n'a pas parlé de jeunesse. Donc c'est Abdo Benjoudi du MJ, Mouvement des Jeunes Indépendants pour le Changement. J'ai envie de dire, juste évoquer deux points, notre point de vue. Et je crois que c'est le point de vue essentiel, puisque nous sommes les jeunes et nous sommes le peuple. Nous sommes l'écrasante majorité. Je crois qu'on est assez légitime. Le premier, c'est par rapport à une certaine analyse globale de l'opposition en Algérie. Il est dommage aujourd'hui de constater que l'opposition en Algérie et la classe politique en général s'identifient toujours dans les mêmes querelles des années 90. C'est-à-dire, vous avez les réconciliateurs, les éradicateurs, les islamistes et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, en tant que jeunes, on ne s'identifie plus dans ça. On n'est ni réconciliateur, ni éradicateur, ni islamiste. On voudrait un changement. Maintenant,
l'opposition, ce qui est dommage, c'est que c'est vrai que le régime en place, c'est un régime assassin, corrompu, corrupteur, on peut dire ce qu'on veut. C'est une réalité, c'est la cause de tous nos malheurs. Mais ce qui est dommage aussi, c'est que l'opposition en Algérie, ou la classe politique, c'est-à-dire partis politiques ou faiseurs d'opinion, ne s'autocritiquent jamais. Aujourd'hui, s'il y a un échec dans la politique ou il y a un échec dans la société algérienne, c'est bien sûr la faute au régime, certes, mais c'est aussi, je ne dirais pas la faute, mais je vais dire, il y a un certain travail de conscience qui doit se faire et que les partis d'opposition ou la classe politique en général doivent se remettre en question. Dernier point par rapport au changement. On est unanime là-dessus, on voudrait un changement, certes. Mais il faut que les gens sachent, et que les vieux le sachent, vous m'excuserez, c'est qu'aucun changement, cette fois-ci, il n'y aura aucun changement qui se fera sans nous. Ça c'est un. S'il vous plaît, là-bas au fond, s'il vous plaît. On ne peut pas entendre le jeune homme qui pose de bonnes questions si vous faites votre... S'il vous plaît. Je ne vais pas abuser. Ce que j'ai envie de dire également, c'est que quand on parle de changement, ce qu'on voudrait de la classe qui se dit classe politique ou intellectuelle, c'est de proposer des mécanismes. C'est ce qu'on veut réellement. Parce que le changement, parler du changement, parler de la société, ça on le sait, on le vit quotidiennement et on est en terrain, dans le terrain, sur le terrain, on fait un travail, on essaie de sensibiliser les gens autour de ça. Mais ce qu'on veut, c'est un mécanisme. Au jour d'aujourd'hui, ce que nous souhaitons des anciens, d'une façon ou d'une autre, ce n'est plus de guider ou d'accompagner. Tout ça, on le refuse. C'est de proposer. Parce que on parle de changement, mais on parle de consensus. Monsieur Manet a parlé de consensus ou de changement consensuel. Le changement consensuel, entre qui et qui? Avec qui? C'est nous le changement. Nous allons apporter ce changement-là. Et nous souhaitons que les classes politiques de nous soutenir. Arrêtons de parler de guider ou d'accompagner. Le changement se fera grâce à nous, avec nous, et pas question sans nous. Merci. S'il vous plaît. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر جريدة الوطن على إتاحة لنا الفرصة للتعبير كشباب. أول سؤال، quel changement pour quelle Algérie, pour qui et avec qui؟ أول سؤال نوجهه، لماذا كل ثورات التغيير في العالم سواء قديما أو حديثا يقوم بها الشباب إلا في الجزائر يتزعمها الشيوخ؟ لماذا كل ثورات في العالم يقودها وجوه جديدة إلا أن في الجزائر تقودها شخصيات ومسؤولين سابقين شاركوا في صناعة هذا النظام؟ الأستاذ المجاهد عبد الحميد مالي، باعتبارك مجاهد ومسؤول سامي سابق ومشارك اليوم في التغيير، ألا ترى بأن جيل الشباب سيحملكم المسؤولية عن تبليغ وصيانة رسالة الشهداء والمحافظة على بيان أول نوفمبر؟ فما هو رده؟ السيد المجاهد عبد الحميد مالي، ما هو رأيك حسب رأيك ما هو الموقف الصائب؟ الوقوف إلى جانب فرنسا لإبعاد القذافي، الوقوف إلى جانب القذافي، الوقوف إلى جانب مجلس الثوار المنصب باعتراف فرنسا، أم البقاء نتفرج على القذافي والثوار؟ هناك أزمة على مستوى الجامعة، فما هو الحل المناسب لهذه الأزمة اليوم قبل غدا؟ سؤال آخر نطرحه إلى السيد عبد الحميد ماهري، خاص يعود إلى فترة التسعينات. ما هو موقف جماعة سنتيجيتو من التغيير المفترض أولا؟ وآخر سؤال ربما هو المفاجأة، في رأيك ما هو سر سكوت رجل الإصلاحات مولود حمروش عن التغييرات؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sans commentaire, mais je formule le vœu qu'on puisse aborder les questions de façon sereine
et qu'on évite le piège des règlements de compte. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est Monsieur Roguia. Enfin. Alors, merci pour Monsieur Mahdi pour nous expliquer comment le passé est devenu présent. Je voudrais juste poser une question pour Monsieur Mahdi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence d'âge qui est entre le gouvernement des années 60 et celle d'aujourd'hui? Et est-ce que si la moyenne d'âge du gouvernement d'aujourd'hui coïncide avec l'espérance de vie, quel impact elle aura sur l'accélération du changement ainsi que sur la direction du changement? Deuxième question pour M. Rahabi. Vous avez parlé du pacte et quand on parle de l'Algérie du futur, donc c'est quelque chose qui appartient à 75% de la population qui est jeune. Donc est-ce que vous prenez en compte dans votre pacte que c'est voir différemment les choses des ensembles? Et est-ce que vous prenez en considération aussi le principe de relativité qui dit qu'une femme de 50 ans est jeune, tout dépend de l'âge de l'homme qui la regarde, puisque vous parlez de la jeunesse. Désolé d'être bref et de poser des questions, allusion à ceux qui étaient lents et n'ont rien posé. Il ne faut pas non plus transformer ça en conflit générationnel, soyons sérieux. Nelson Mandela était vieux et pourtant son rôle est cardinal dans la réussite de la transition démocratique en Afrique du Sud. Et on peut être jeune et on peut pas. C'est pas une affaire il faut qu'il y ait une continuité de génération. On a beaucoup à apprendre des vieux et des jeunes ont beaucoup à apprendre des vieux. Et il ne faut pas que les vieux non plus méprisent les jeunes. Il faut faire des groupes et non pas tirer des passes. On n'avance pas comme ça. Allez. هل ترون ان الشعب المصري مهيئ للتضحيه؟ علما مهيئ للتضحيه، علما مهيئ للتضحيه. اي تغيير لا يمكن ان ينجح اذا كان المجتمع غير قابل للتضحيه. علما ايضا ان المجتمع المدني في الجزائر ضعيف والسياسيين النزهاء عازفون عن المشاركة في التغيير. فكيف يمكن إقناع الطبقة السياسية النزيهة للمشاركة لإنجاح التغيير؟ السؤال إلى السيد زنابي، قلتم أن الخطر المحدث في الجزائر أن التدخل الأجنبي. أنا أرى أن الفساد المالي والإداري أخطر من التدخل الأجنبي. كيف تفسرون سقوط الطبقة السياسية والسياسيين على ظاهرة الفساد؟ لنعطي مثل بسيط فقط. l'autoroute sud-est-ouest كانت في البداية حسب الصحف مقدرة 4 ملايين، ثم قرأت 7 ملايين، ثم قرأت 13 مليار، وفيه ما يقول 20 مليار. رغم أن لا كاليتي تاع البريد هي أسوأ مما يكون. فأنا لا أفهم سقوط يمين تاع الطبقة السياسية. شكرا. بالنادي. J'ai une question à poser. Je suis inscrit, comment vous parlez des sauvegardes? Mais alors, nous attendons.
Salam alaikum. D'abord, je remercie les messieurs pour leurs interventions et aussi leur patience. Vous nous excusez aussi de nous étaler, parce qu'on est un peuple qui malheureusement, sous un système qui nous renferme tellement qu'on a tous besoin d'une thérapie et de vie. La question, c'est... S'il vous plaît, devant. S'il vous plaît, il est en train de parler. On nous limite souvent à des conflits de régionalisme, des conflits générationnels, et ça nous occupe, ça nous a occupés pendant des années. La question, est-ce que ça va encore nous occuper longtemps, alors que d'autres peuples voisins sont en train de changer? Et là, on voit, on a écouté des interventions, et ce genre d'intervention, on les écoute de plus en plus souvent ces derniers temps. Et tout le monde dit la classe politique et la société civile doit s'organiser. Tout le monde le dit, mais qui le fait? Il y a des mouvements qui émergent un peu partout. Il ne faut pas se limiter à dire on n'a pas le droit d'avoir des associations, on est obligé de déposer et on n'a pas de récépissé. Les gens s'organisent, on s'organise en petits groupes. Mais la difficulté, c'est de trouver des groupes qui travaillent ensemble. Maintenant, il y a des actions sur le terrain. Je pose la question aux messieurs, encore M. Zinati qui est toujours sur le terrain, pourquoi, quand il y a des marches, enfin c'est des rassemblements, parce qu'on ne peut pas marcher sans avoir une policier qui marche avec vous, pourquoi on ne trouve pas les anciennes figures parmi les nouvelles? On ne demande pas de faire un changement, on le fait. Donc on vous demande, est-ce que réellement ce changement va se faire chez nous, comme le dit M. Zinati, en chacun d'entre nous, et mettre de côté. Dans cette salle, il y a des gens de droite, de gauche et des islamistes. Pourquoi, quand il y a des actions dans la rue, c'est souvent une tendance et pas l'autre? Et une dernière question, et je serai bref, excusez-moi, et ça s'adresse à M. Al-Hadi. Comment voyez-vous le changement dans le secteur audiovisuel, cette révolution? Parce que vous nous avez expliqué qu'il fallait ce changement, et on sait que ça va se faire. Avec eux, ça va se faire. Est-ce qu'on peut le faire sans eux et comment? Merci. Une dernière question, M. Barani Malcolm. Abbé Malcolm, architecte. Par rapport au titre, quel changement par rapport à quelle Algérie? Je crois que, bon, j'ai l'impression qu'on est dans les années 90, quelque part à été bien. Aujourd'hui, je pense que l'Algérie a changé. En 10 ans, l'Algérie a déjà changé. Il faut prendre la mesure de ce changement. Il se trouve que ce changement n'est pas tout à fait heureux. Je prendrai l'explication par l'angle de mon métier à moi. Je suis architecte. Et je vois la qualité de la formation. 2 chiffres. En Algérie, cette année, il y a 10 000 étudiants en première année d'architecture, quand la Tunisie n'en inscrit que 100 et les Marocains n'en inscrivent que 65. C'est une situation qui dure depuis une vingtaine d'années, cette politique de dépréciation du diplôme et du savoir, qui est une forme de corruption, qui fait que le diplômé cible les sous-diplômés et qu'il n'a pas droit au chapitre. Dans cette même ordre d'idée, nous avons tous, il y a une génération ici, nous avons tous un problème, chacun, on le vit. L'intégrité, la compétence sont devenues suspectes. On a une cible dans le dos, quand on est intègre et compétent. Et le problème n'est pas avec votre État. Moi j'ai des problèmes avec 60% des architectes. M. Abdelhamid Meri a des problèmes avec 60% des hommes politiques. M. Rahami a des problèmes avec 60% des diplomates. Le problème il est là. C'est-à-dire que la société en 10 ans est devenue une société, un grand mot, corrompue, mais le niveau de conscience a été éliminé. C'est une situation, c'est une société avec un baril à $100 qui est devenue en état de déficience immunitaire. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'envisager le changement avec ce déficit immunitaire latent? Et voilà, même un baril à $500 n'arrangera rien, c'est un problème de conscience. Donc on va donner l'opportunité aux intervenants de répondre de façon croisée et rapide à la question.
revient pour un deuxième round de questions de présentation. Donc, peut-être par rapport à M. Landry. D'abord, je m'excuse si je n'ai pas bien entendu ou compris certaines questions. La première, je demandais si je suis d'accord avec le docteur Chollet. Je ne sais pas sur quel problème, un jugement sur des choses comme ça. Je crois que sur cette question, je ne peux pas répondre dans les détails. Je ne connais pas la déclaration de jugement du docteur Pierre Chollet. Ce que je sais, c'est que le docteur Pierre Chollet a été un grand militant de la libération de l'Algérie. Nous nous sommes connus jeunes. Il était étudiant à l'université. Et ça a été un mirage européen qui ont opté pour l'Algérie indépendante et qui ont participé à la lutte armée pour la libérer. Il a eu, lui, Claude Chollet et tout le groupe des étudiants du professeur Mandrousse, la lucidité et le courage de mener à nos côtés ce combat. Question posée par Mme Ziki, comment la société civile peut s'organiser étant donné toutes les procédures d'agrément, etc. Je ne demande pas ça. Moi, je crois qu'on n'a pas besoin de créer des sociétés partout. Il suffit d'un groupe de 5, de 6, de 10 personnes. Ils peuvent se réunir chez eux, ils peuvent discuter des problèmes de changement, ils peuvent prendre position, ils peuvent militer sans que pour cela ils aient besoin d'un agrément quelconque. Et j'imagine que des foyers comme ça qui se multiplient à travers le territoire national, les universités, les différentes couches de la société algérienne peuvent faire beaucoup sans que pour cela ils aient besoin de l'agrément de M. le ministre. Problème constitutionnel. Là, si j'ai bien compris, la question c'était une relation à l'article 2 de la Constitution qui stipule que l'islam est l'origine de l'État. C'est un problème à débattre. Pour moi, je crois qu'il est légitime. L'islam est une dimension de la société algérienne. Qu'on soit croyant ou pas croyant, c'est un problème qui se pose et qui font un débat. Et c'est la majorité des Algériens qui tranchent. Moi, je me fie à la solution démocratique. J'ai une opinion personnelle sur le rôle de l'islam dans la société algérienne, les relations de l'État algérien à l'islam. Je crois que le projet de novembre qui a parlé d'un État démocratique et social dans le cadre des principes de l'islam a bien posé le problème. Reste d'actualiser cette vision des relations entre l'islam et l'État. Il y a un problème je ne sais pas comment le définir, mais l'obligation
quel est le rôle de l'ambassadeur? Le micro, c'est vous. Le micro. Oui. L'ambassadeur que j'étais à Paris avec l'assassinat de Matanassi. Bien sûr. Je ne sais pas si celui qui a posé le problème croit naïvement que ceux qui voulaient assassiner Messie passaient par l'ambassade d'Europe, l'ambassade d'Algérie. Donc, cette question qui souvent est posée à travers les cercles de presse, en fait, elle m'interpelle comme si elle avait été votée, c'est ici de poser le problème de la démocratie. Parce que vous étiez au poste de responsabilité au moment où il y avait des assassinats de terreur. Je continue. Mon combat pour le changement du régime, pour revendiquer la démocratie, et j'ai eu la lucidité de me s'opposer aux assassinats en pleine révolution quand le prix était la vie. Donc sur ce problème, je suis complètement seul. Et la question, pour moi, n'a pas sa place dans ce débat. Une autre question, on n'a pas parlé de régime politique. On n'est pas rentré dans le détail. Celui qui a posé la question disait, je crois qu'il faut dissoudre toutes les assemblées, les institutions. Pour moi, je ne veux pas de tribunal. Personne ne vous empêche de revendiquer un changement de responsable des institutions. Ce que je dis, c'est que pour obtenir le changement, il ne s'agit pas de faire un discours. Il faut s'organiser pour le faire. S'organiser, il faut qu'une majorité d'Algériens se donne la peine d'épauler un projet de changement. Les détails importent peu. Mais la condition, à mon avis, essentielle, c'est qu'on ne peut pas individuellement parler quotidiennement de changement sans rien faire. Ce qu'il faut faire, c'est de s'organiser et dire carrément ce que nous voulons faire. Bien sûr, les avis diffèrent, il y a plusieurs propositions, il y a plusieurs opinions. Il faut que les responsables qui posent ces problèmes, qui revendiquent le changement, aient la lucidité de dialoguer, de se concerter, et non pas de se cloisonner chacun dans sa petite boutique. On revendique simplement tel ou tel changement. Alors, il y a un discours sur le rôle de la jeunesse. Dans certains pays, les jeunes sont minoritaires. Donc, les États parlent d'une politique de jeunesse. Si nous, comme vous le dites, la majorité du peuple est jeune. Donc, quand on parle du peuple, on ne parle pas de la minorité des vieux, on parle de la majorité. Si on voulait qu'on s'adresse aux jeunes, les jeunes doivent prendre notre place. Mais quand je dis le peuple, pour moi le peuple c'est 73%.
C'est des jeunes. Alors, il y a un autre problème. Le problème de l'âge. Que pensez-vous si Jamel Moubarak a remplacé son père? Les plus jeunes. Les plus jeunes. Donc il y a une fausse relève qui est suggérée. Le rajeunissement du pays, c'est la promotion des moins âgés. Pas le changement de régime. Non, c'est la promotion des moins âgés. Méfiez-vous, c'est un piège. La jeunesse, c'est la jeunesse des idées. La revendication démocratique est jeune. La démocratie de façade est vieille. Voilà ce que je dis. Il y a un frère aussi, il y a un frère qui dit nous n'avons rien à faire avec les histoires des années 90, nous sommes des jeunes, nous partons de zéro, etc. Je ne suis pas du tout d'accord. Les années 70, la crise de 70, c'est un problème très important pour maintenant et pour l'avenir du pays. Pourquoi? Parce qu'il y a des décisions très graves qui ont été prises. Pourquoi? Parce que le régime n'était pas adéquat. Cette crise dure encore. La violence n'a pas disparu. Nous avons enregistré 200 000 morts. Nous avons 6 000 disparus. Eh bien, tout cela, c'est quoi? On ne peut pas l'oublier. Parce que ça pose des problèmes qu'il faut les régler. Il y a bien lui, un Rotary qui a réglé une partie du problème, qui a laissé sciemment d'autres problèmes importants. Donc, je ne peux pas oublier, et je ne crois pas que le règlement, le changement réel, puisse intervenir en gommant le passé, quel qu'il soit. Facilement. Bon, il y a aussi Saint-Gidou, on a évoqué Saint-Gidou. Je sais, c'est pour, en quelque sorte, nous complexer. Vous avez fait Saint-Gidou? Oui, je l'ai fait, je le fais. Et ceux qui parlent de Saint-Gidou n'ont pas le courage de publier la résolution de Saint-Gidou. Aujourd'hui, je défie ceux qui critiquent Saint-Gidou de la publier au président. Saint-Gidou, nous avons dit, si vous continuez, voilà le pays qui va s'effondrer. Voilà, vous allez nous mettre à genoux devant l'étranger. Eh bien, si vous trouvez un condamnable dans la déclaration de Saint-Gidou, je suis prêt à le faire. Merci, Monsieur le Président. Je vais être bref. Excusez-moi. Répondre à d'autres questions et ne pas m'empêcher de donner
mon avis sur cette question. Parce que j'étais de l'autre côté de cette question. Donc, moi-même, comme Cheikh Hamid, j'assume le passif et l'actif de ce que vous avez soulevé un problème qui est extrêmement important, mais qui à mon sens, n'est pas suffisamment vulgarisé, divulgué, sensibilisé par les médias, y compris la presse privée, c'est celui de la corruption. C'est un problème très très sérieux. C'est bien plus sérieux qu'on le pense, parce que la corruption a touché tous les niveaux de l'État, pas seulement les entreprises. Parce que le plus grave, c'est la corruption politique. Parce que c'est la corruption politique qui vous garantit l'impunité. C'est la corruption politique qui vous garantit l'immunité. Parce que c'est la corruption politique qui empêche le juge de décider en toute indépendance. Donc, attention, méfiez-vous, c'est extrêmement important cette histoire de corruption. C'est important parce qu'elle représente véritablement une menace contre la sécurité nationale. Quand la corruption se substitue à la règle de droit, il faut avoir peur pour votre sécurité. Parce qu'on achète tout avec l'argent. Quand la corruption est utilisée dans les relations diplomatiques de l'Algérie, signer des accords de fourniture de gaz avec un pays occidental sans le publier, donner des contrats de gré à gré à ce qu'il donne à 4 milliards de dollars, c'est de la corruption, c'est pour acheter la complaisance des États-Unis et de la France. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça pose de sérieux problèmes de sécurité nationale. Et la corruption est dangereuse parce qu'elle est devenue, il faut qu'on se le dise entre nous, un mode de régulation socio-économique. Vous réglez vos fins de mois avec la corruption. Ça s'est généralisé. C'est la seule chose qui s'est démocratisée en Algérie ces 10 dernières années. Méfiez-vous, parce que quand il y a une corruption, dans l'affaire Khalifa, il y avait 7 milliards de dollars de pertes. C'est le chiffre donné par le chef du gouvernement à l'époque. Les caisses sociales ont perdu à peu près 500 millions de dollars. Nous perdons 7 milliards de dollars d'un coup et nous ne sommes pas en mesure de garantir des cantines aux enfants. Un enfant sur 2 mange à la cantine, une classe sur 3 n'est pas chauffée. Dans le même pays où le problème des transferts sociaux se pose en termes d'argent. Nous avons transféré cette année 12 milliards de dollars. Mais qu'est-ce que nous avons transféré dans la corruption, dans l'informel? La corruption est une menace pour le pays. Si, et là je m'adresse aux jeunes, on va voir ce qu'ils vont faire. Si vous ne faites pas attention, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, vous n'aurez pas des gens qui soutiennent ou qui garantissent l'impunité aux corrompus, mais les corrompus eux-mêmes au pouvoir. L'informel arrivera au pouvoir. 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ce n'est pas une hypothèse d'école. Ça s'est passé comme ça en Amérique latine. Ça s'est passé comme ça en Colombie. L'Algérie est en train de connaître un système de colombialisation sournoise, mais réelle. J'attire l'attention des gens sur cette histoire de la corruption. Et puisqu'on parle des jeunes, j'ai dit tout à l'heure dans l'exposé que les seuls qui ont compris que la convergence était en train de se faire entre les idées de liberté, de démocratie, de justice sociale, c'est les jeunes, parce qu'ils ont transcendé les clivages idéologiques. Ils ne croient plus à la fracture entre gauche-droite, pauvre, riche, islamiste, laïque, kabyle, arabe, ils n'y croient plus. C'est ça la convergence. C'est ce que les jeunes ont réussi. Tant mieux, félicitations pour eux. Mais également, les jeunes ont une responsabilité. C'est de s'engager, d'assumer politiquement les positions. Vous ne pouvez pas demander à la génération de Cheikh Hamid Mari, qui a libéré le pays, de vous apporter également la liberté. C'est votre affaire.